cet exposé à la fois riche et respectant tout à fait nos impératifs. Ce qui me frappe, peut-être pour lancer la discussion, c'est cette persistance dans toute l'histoire en fait, de la musique enregistrée, de ce choc des cultures et de cette forteresse qui se construit paradoxalement à partir de la musique enregistrée pour contrer les effets supposés ou imaginés de la musique enregistrée. C'est quelque chose que l'on trouve dès les débuts et qui apparaît ici de façon très frappante, alors que visiblement n'apparaissent pas du tout, par exemple, les ressources qu'apporte le numérique en termes de créativité, de production de musique, et donc uniquement l'écoute qui serait envisagée, mais une écoute qu'il faudrait remettre dans le droit chemin, donc une approche très prescriptive, voire normative. J'ai trouvé également très intéressant cette évolution des discours, donc notamment à partir des années 1970, où finalement on n'ose plus affirmer ouvertement qu'il faut intéresser les élèves à la grande musique, mais simplement affiner la sensibilité. Il n'est plus avouable, peut-être après 1968, de défendre à tout prix cette forteresse de la culture savante, mais je pense qu'entre les lignes et dans les pratiques, à travers ce que vous dites, c'est malgré tout une pratique qui persiste et qui se poursuit. Je m'arrêterai là, et donc je ne sais pas si vous voulez répondre maintenant ou si on laisse intervenir le débat de la salle. Je vous remercie. Alors, sur les effets de la musique enregistrée, effectivement, il y a cette persistance, souvent dans le discours, des effets négatifs ou des dangers de la musique enregistrée, mais également elle est décrite aussi, et en particulier dans les années 1950, comme un atout, quelque chose qui peut vraiment faire découvrir la musique aux enfants, aux jeunes, un moyen d'accès auquel ils n'auraient pas forcément accès à la maison, ou un moyen de forger les connaissances musicales d'un public jeune. Alors, sur les ressources numériques moi, je me suis particulièrement concentrée sur l'écoute, étant donné le sujet du colloque. Et évidemment, il y a également beaucoup de textes qui mettent en avant les apports en termes de création musicale, même si on constate que sur les dernières années, alors c'est lié aussi au délai de publication nécessaire dans les revues, les discussions entre enseignants s'exportent plutôt sur le web et sont peut-être moins présents donc, dans les revues. Donc toutes ces discussions sur l'écoute des jeunes actuellement et sur leur création se tiennent beaucoup sur les forums, les listes de discussion d'enseignants, etc. et moins dans les revues professionnelles par rapport à certaines périodes comme les années 1970 où là les échanges sont très riches. On va revenir sur ce que vous avez dit comme étant de manière sous-jacente, que Sophie Maisonneuve a repris aussi de son côté, c'est-à-dire la critique des industries culturelles qui serait sous-jacente. Moi, il me semble que j'ai entendu, peut-être une impression, qu'il y avait un glissement, que cette critique, elle avait changé de modalité dans ce que vous nous avez présenté. On va dire qu'il y a un premier modèle, on avait l'impression d'entendre, de lire Adorno en 1938, c'est-à-dire l'industrie culturelle de toute façon ne produit pas la musique. Donc il n'est pas question qu'il l'écoute, c'est pas de l'écoute, c'est autre chose qui se joue. À un deuxième moment, quand même, le centrement sur l'écoute devient quelque chose comme c'est le seul moyen qu'on trouve pour que les élèves s'en émancipent. Donc qui n'est pas la même manière de critiquer, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a un potentiel qui est quand même là. Alors que dans le modèle d'avant, de toute façon, si c'est l'industrie culturelle, ça n'est même pas de la musique. Donc il me semblait qu'il y avait ça, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal saisi, est-ce qu'il y avait ce genre. Et puis une autre remarque-question. Dans ce que vous nous avez décrit des différents registres de l'écoute, ce que devrait être l'écoute, notamment quelque chose comme une attention focalisée, comme le fait qu'on est concentré, que ça se fait dans le silence, cette norme, cette normativité, alors on la retrouve à plein d'endroits, et de fait, il me semble que c'est aussi comme la Noté-Lycope ou Albert Pied en anthropologie, c'est aussi une norme des sciences sociales. C'est pas simplement une norme sociale, c'est qu'on pense
le rapport au monde comme étant nécessairement et engagé avec une attention forte, et que ceux qui ne seraient ni engagés ni avec une attention focalisée seraient, on va dire, des résidus et pas des vraies expériences. Mais pour le coup, c'est un problème y compris des sciences sociales, c'est un modèle. Alors, à propos de l'influence d'Adorno, je n'ai pas osé en parler parce qu'en fait, ce n'est pas mentionné explicitement dans les textes. On sent très fortement cette influence, mais nulle part on ne trouve de traces de son nom ou de mention explicite. Donc, je me suis gardée de faire un lien trop explicite. C'est très présent dans le texte de Dimitri Kabalevski en 1968, pourtant c'est déjà assez tardif, mais voilà. Et sur l'attention focalisée, oui, c'est une norme, et c'est une norme scolaire aussi qui existe dans toutes les disciplines. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été aussi forgé pour enseigner la musique en classe, en plus de cette norme sociale. C'est une norme que l'on trouve d'ailleurs dans les enquêtes du DEPS. Enfin, ça fait partie des questions, écoute attentive exclusive ou écoute, je ne sais plus quels sont les termes, mais on retrouve là encore cette distinction. Hein. Oui, merci pour votre présentation. Une question d'outsider. Hein. Est-ce que dans le système français, la formation à l'écoute musicale est optionnelle pour tous les élèves, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est une matière nécessaire? L'éducation musicale est obligatoire au collège, donc de la classe de 6e à la classe de 3e. À l'école primaire, elle se fait également, et c'est également dans les programmes d'enseignement. Et ensuite, c'est enseigné sous forme de spécialité au lycée, donc optionnel par la suite. Ouais, je suis aussi un outsider du monde numérique plutôt. Alors, j'étais un peu choqué du consigne de bien choisir le style de musique auquel qu'on va utiliser pour l'écoute. Qu'est-ce que c'est un bon style ou un style indiscutable que vous avez dit? Et d'autre part, je mets une question encore plus qui vient encore plus de l'extérieur, c'est qu'est-ce que c'est la musique? Parce qu'on a entendu dans l'exposé de Abdoulay que même la sonnerie de téléphone, ça peut être considéré comme une musique. Et donc ça va pas être une chose collective, au contraire. Et est-ce que la musique de Hircan, c'est vraiment de musique, ou est-ce que c'est de théâtre sonore plutôt? Ou est-ce que c'est un style de musique qui est peut-être pas encore indiscutable? Donc à propos de l'expression de style indiscutable, il s'agissait d'une citation d'une communication réalisée par un inspecteur général en 1955 ou 1957 au musée pédagogique, qui est le lieu de l'innovation pédagogique en France à ce moment-là. Et donc cet inspecteur général incitait les enseignants à passer des disques de musique classique qui soient choisis en fonction de leur style et dans leur forme originale, donc vraiment la pureté musicale classique. Ensuite, on a effectivement une mutation qui se fait. On passe du classique dans les années 55-60 et exclusivement la musique classique, et on passe progressivement à l'intégration des musiques qui travaillent sur le son. Donc là, le concept ou la notion de son apparaît dans les textes aussi progressivement, alors qu'elle n'était pas présente dans les années 55-60, avec l'intégration donc des musiques de l'IRCAM, du GRM, etc. Et donc en 1975, donc là, une série de textes sur les musiques du GRM, groupe de recherche musicale fondé par Pierre Schaeffer. Bonjour, juste pour savoir si c'est
Je veux comme inclure des répertoires de funk, des choses plus populaires concernant toute la diversité qu'on a, diversité dans le sens idéologique même, musique LGBT et tout ça, peu parfait. Alors actuellement, dans les textes officiels, on tend à conseiller justement à ouvrir et à diversifier les écoutes, les répertoires, etc. Ensuite, certaines enquêtes montrent que la diversification existe, mais qu'elle est encore relativement timide ou il y a un choix dans le répertoire exactement. Et en 2009, par exemple, l'association des professeurs d'éducation musicale note le fait qu'un morceau, je ne me souviens plus exactement du titre, mais un morceau de musique populaire soit accepté au programme du baccalauréat. Est-ce que, Madame Daston, parce qu'on a une enseignante de musique ici qui a beaucoup contribué à nos travaux dans Métamorphose, donc j'aimerais bien lui donner un tout petit peu la parole pour les acteurs eux-mêmes. Alors c'est vrai que donc, je suis professeur de musique et je n'ai jamais lu en fait les revues auxquelles vous faites référence et je ne participe à aucun forum. Donc c'est vrai que je suis un petit peu gênée pour faire une intervention. Mais par contre, si jamais vous souhaitez me poser des questions sur mon expérience, là je suis entièrement pour vous répondre. Alors oui, c'est vrai que je fais passer, vous parliez du baccalauréat. Et c'est vrai que c'était un peu une révolution, le fait d'amener des répertoires comme celui des Pink Floyd ou Jimi Hendrix aux épreuves du baccalauréat. Et on nous a toujours recommandé également de nous inspirer justement de ce qui était au programme du baccalauréat pour construire nos cours. Et il y a eu aussi une grande différence au niveau de l'épreuve du baccalauréat, dans le sens où maintenant ce sont deux auditions comparées. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une œuvre au programme, donc qui est étudiée par les professeurs et par les élèves. Et lors de l'épreuve, les élèves écoutent donc cette œuvre-là, un extrait, et en face, les professeurs choisissent une œuvre qu'ils ont apportée, qu'ils jugent intéressante. Voilà, et donc les élèves doivent réagir. Alors que quand j'ai passé le baccalauréat, ou même quand j'ai fait passer ensuite le baccalauréat, on nous demandait uniquement de faire un exposé sur une œuvre qu'on avait apprise par cœur. Ouais, et puis ce qu'il faut dire peut-être, pas très rapidement, parce que c'est un mot qu'on a parlé, ça on l'a vu, on a fait beaucoup d'enquêtes, on continue d'ailleurs à faire des enquêtes ensemble, et puis on a tout un questionnaire massif qu'on a administré sur le sujet. Il y a un désaveu, enfin un rejet complet de la musique classique. Alors, étant entendu que la catégorie classique, elle est plus ambiguë que ce que peut-être on entend nous spontanément, c'est-à-dire qu'ils vont parfois entendre par musique classique des formes qui sont des formes des années 80, ça pour eux c'est la musique classique, donc c'est tout à fait dissemblable avec ce que nous on entend communément pour musique classique. Et ils vont par exemple apprécier des musiques de films énormément, là où donc il y a des thèmes et puis des motifs, et une forme d'orchestration qui est très similaire au fond, qui emprunte énormément au répertoire de la musique classique, tout en désavouant considérablement voilà. Et demain soir, avec l'été lyrique, ça nous donnera l'occasion de vous montrer comment se traduit ce désaveu de la musique classique en partie, et quels sont les répertoires au contraire qu'ils affectionnent. Voilà. Oui, ce désaveu est tout à fait noté d'ailleurs dans les différents supports de communication des enseignants. Et c'est il y a Rob Davis, qui est pas là, mais qui est enseignant à l'IX, qui avait écrit un article très bon sur qui n'a pas été traduit, mais l'idée c'est aujourd'hui, on fait de la musique pour le dance floor. Et c'est exactement ce qui revient chez les élèves quand on leur demande pourquoi ils désavouent la musique classique, c'est ça bouge pas, il n'y a pas de rythme, c'est lent, c'est long. Donc on est dans une culture où le rythme est vraiment l'élément saillant mis en avant. Également aussi au niveau de l'écoute, parce que là en ce moment, donc, grâce à l'étude, je change un petit peu l'élaboration du cours, par exemple. L'effet performatif de la société. Voilà, donc je me suis pas mal interrogée sur qu'est-ce qu'écoutent les élèves et comment est-ce qu'ils écoutent les élèves, enfin comment est-ce qu'ils écoutent les œuvres, pardon. Et je me suis rendu compte que ce qui occultait une grande partie,
l'écoute, c'est qu'ils sont vraiment rattachés aux paroles. Ils ont beaucoup de mal, ils n'écoutent finalement pratiquement que des chansons. Et je leur avais proposé différentes façons d'écouter la musique, et c'était hier, et je me suis complètement plantée, parce qu'en fait, je suis partie justement d'une œuvre qu'ils avaient choisie, un morceau de rap, et que je n'ai pas pu du tout leur faire écouter la musique, parce qu'ils étaient happés, et par le rythme, et par les paroles, et par le souvenir qu'ils avaient justement du clip. Donc j'ai refait le même cours l'après-midi en choisissant cette fois-ci une musique de film. Et là j'ai pu mener à bien ce que j'avais prévu de faire. Voilà, parce que c'est vrai que bon, j'en reparlerai demain, mais je reste dans les programmes, mais je me suis posé des questions. Par exemple, je pose aux élèves de 3e la question: à quoi sert la musique dans ta vie, et quelle est la place qu'elle occupe, et comment est-ce que tu écoutes la musique? Parce que je leur ai montré un documentaire sur Alice Herz-Sommer, qui était pianiste, qui a survécu au camp de concentration, et je vous invite vraiment à voir ce magnifique documentaire Madame Lucis. Donc voilà, donc je suis partie de ça, et on voit à quel point la musique a été importante dans sa vie, et donc je demande aux élèves: quelle place occupe la musique dans ta vie, comment est-ce que tu écoutes la musique? Et quand j'ai vu la diversité du répertoire, je me suis vraiment posé la question. Moi, je partageais un peu la façon d'écouter la musique avec Alice Herz-Sommer, et puis j'ai vu mes élèves, j'ai vu qu'ils étaient passionnés par la musique, ça c'est grâce aux travaux de M. Leguin, et je me suis dit: mais qu'est-ce qu'ils écoutent vraiment quand ils écoutent la musique? Et enfin voilà, donc je suis en train de construire mes cours là-dessus, et je suis vraiment qu'au début. Donc, la préférence des jeunes pour les musiques qui bougent est longuement mentionnée aussi, déjà dès les années 80 ou avant. C'est un des sujets de préoccupation aussi des enseignants, enfin préoccupation en tout cas d'intérêt. Alors le problème, c'est qu'on a des élèves qui ont envie de bouger même sur la musique classique, et parfois, et c'est vrai que je me rends compte que je suis un peu, j'aurais interdit de bouger, parce que sinon j'aurais tout le monde qui bougerait dans la salle. Mais finalement, peut-être que je devrais les laisser bouger sur la musique classique, pour qu'ils apprécient. Ce serait une entrée pour une prise. On va peut-être... merci beaucoup.